Le live de ce jour par les conditions de vie des prisonniers et profiter pour parler de l'affaire Agba Bertin. Cette affaire qui n'en finit pas, cette affaire dans laquelle personnellement moi-même on m'a impliqué. Vous savez que je vous ai mis les PV ici, vous savez que dans les PV, il a été dit formellement que moi, Ferdinand Haïté, je suis parmi ceux qui financent les terreaux au nord du Togo. Franchement, il sait plus ce qu'il faut, inventer dans notre République. Moi qui ai quitté le Togo, les gens beaucoup, et qui me cherchent, ils disent que j'ai tellement trouvé des moyens que je finance les barbus. Entre-temps, leurs chiens de garde qui sont sur les réseaux sociaux disent que je souffre tellement à l'exil que ça me chauffe. Maintenant, leurs patrons disent que j'ai tellement d'argent que je finance les terreaux. Maintenant, qui il faut croire? Puisque leurs chiens de garde disent que c'est chaud pour moi. Que l'exil, c'est tellement chaud pour moi. Je leur rappelle que depuis que je suis là, j'ai fait un diplôme rapidement qui est chèrement payé. Je ne peux pas donner n'importe qui. J'en fais d'autres. Mais ils disent que ça me chauffe. Bon, peut-être que ça me chauffe vraiment, je n'en sais rien. Mais leurs patrons disent dans un PV que moi, je finance les terreaux. Si je finance les terreaux, ça veut dire que j'ai beaucoup d'argent. Et si j'ai véritablement de l'argent, vous croyez que c'est les barbus que je vais financer? On connaît des gens dans l'armée, on va leur donner l'argent, ils vont faire le boulot. Donc, tout ça pour dire que qui veut noyer son chien la piste de rage. Je le dis avec un peu d'humour, mais c'est tellement grave ce que je suis en train de dire. Parce que dans cette affaire-là, il y a un mandat d'arrêt qu'on a lancé contre ma personne, qui a été signé par le doyen des juges, M. Kouchouli. Donc, il y a un mandat d'arrêt qu'ils ont mis dans le circuit contre ma personne. Et il y a un mandat d'arrêt. Non, quand je parle de barbus, c'est une manière de parler. Ne prenez pas ça au péjoratif. C'est pour ne pas donner leur nom, pour éviter que TikTok puisse sanctionner le live. Donc, quand je parle de barbus, tout le monde comprend. Et les gens qui sont barbus avec les tapettes. Donc, il y a Olivier Amar qui est sous le coup de mandat d'arrêt international. Donc, ce n'est pas une question d'amusement. Ce n'est pas une question d'amusement. Et depuis le mois de juillet 2024, il y a une femme cancer qui a déjà été opérée une fois en Afrique du Sud, qui est aux arrêts dans une histoire totalement inventée. Parce que elle est juste l'épouse de quelqu'un qui est gardé à la gendarmerie avec son, je ne sais pas comment on l'appelle, le petit frère de M. Bertin Agba, et de leurs cousins qui sont gardés à la gendarmerie depuis le mois de juillet 2024. Toutes les tentatives de la justice, en tout cas des avocats, pour les sortir de là, se sont heurtés à un refus catégorique. Parfois, les juges, même en privé, disent que cette histoire-là, ils ne comprennent rien. Et quand vous lisez les accusations, c'est des trucs cousus de fil blanc. Même quelqu'un qui est intelligent ne peut même pas écrire ça. La preuve, quand on dit que moi, je finance les barbus, qui peut croire à ça? Qui peut croire à ça? Que moi, je finance les barbus. Et donc, je ne sais pas fondamentalement quel danger M. Bertin Agba, paix à son âme, représente pour le pouvoir de Faure Gnassingbé. Je ne sais pas quel traumatisme il a créé dans la tête de Faure Gnassingbé, au point que Faure Gnassingbé, même Agba Bertin mort, il le redoute. Parce que dans cette affaire de Bertin Agba, ils ont demandé la famille, parce qu'ils ne croient pas que le monsieur est mort. Puisqu'ils ont envoyé les espions dans les funérailles au Ghana.
C'est comme ça qu'ils ont vu, parce que l'accusation qu'on porte contre Olivier Ama, c'est que pendant les funérailles, il est venu saluer la veuve. Et pendant qu'il saluait la veuve, il a parlé aux oreilles de la veuve. C'est écrit noir sur blanc. Donc, parce que Olivier Ama est venu saluer la veuve, qu'il a parlé dans les oreilles de la veuve, qu'on conclut que c'est pour un plan de déstabilisation que Olivier Ama est venu saluer la veuve et a parlé dans les oreilles de la veuve. Nous, on va toujours mais aller. Nous, on va tout bien. Au moins, nous ici, on l'a les affaires. Tu peux lui dire quelque chose dans ses oreilles. Le fait que Olivier Ama a été aperçu dans les funérailles au Ghana et qu'on a vu, il est venu saluer la veuve et qu'il a glissé un mot dans les oreilles de la veuve, on a conclu que c'est pour un plan de déstabilisation. C'est écrit noir sur blanc dans les PV. Que Olivier Ama était dans les funérailles, il est venu saluer la veuve, il a discuté avec la veuve. C'est comme ça que les juges ont écrit, les juges togolais là, c'est comme ça qu'ils accusent les gens. Donc, conclusion, Olivier Ama est dans un plan de déstabilisation. On lance contre lui un mandat d'arrêt international. Ferdinand a été, Agba Bertel a aidé à quitter le Togo quand il était pourchassé par le régime. On a vu l'appeler Madame Bertel Agba un an après pour la saluer. Conclusion, il finance les terreaux. Donc il est dans un plan de déstabilisation. Ou bien, le jour où on a créé le MNL, Ferdinand est venu relayer les informations sur le MNL. Conclusion, il est dans un plan de déstabilisation. On lance contre lui un mandat d'arrêt international. Et donc, depuis le mois de juillet, Madame Agba qui souffre de cancer et qui a été opérée de cancer, on a apporté toutes les preuves de son opération. Elle doit aller au contrôle. Elle est à la gendarmerie à Lomé, enfermée dans une cellule, en train de pleurer tous les jours. Avec le petit frère de son mari et un de leurs cousins. Dans cette affaire, des gens sont venus du Ghana pour voir Fonya Simbe. Il les a dribblés. Il ne veut rien entendre. Maintenant, comme ils ont envoyé des espions au Ghana, évidemment, quand on ramène un cercueil de l'étranger pour faire des funérailles, on n'ouvre pas le cercueil. Donc le cercueil d'Agba Bertel n'a pas été ouvert au Ghana. Mais eux, ils ont envoyé les espions pour que les espions aillent voir s'il est vraiment dans le cercueil. Et comme ils n'ont vu personne dans le cercueil, ils n'ont pas vu le cercueil parce qu'on n'a pas... Ils ont vu le cercueil, mais comme on n'a pas ouvert le cercueil, ils n'ont pas vu le corps. Ils ont conclu que Agba Bertel n'est pas mort. Donc, Agba Bertel, s'il est scénariste de Hollywood, ou bien un scénariste des gens du Nigeria, là, comment on appelle ceux qui font les beaux films là. Voilà, les gens que... Adjao, les amis d'Adjao là, Hollywood. Voilà. Donc si Agba Bertel est quelqu'un qui aime les scénarios, il peut inventer sa propre mort, organiser ses propres funérailles, son enterrement, et il va permettre à sa femme et ses enfants de venir au Togo. Et qu'on les arrête. Et lui, il est dans la nature. C'est comme ça que dans la tête de force, ça tourne. Je ne sais pas quel traumatisme Bertel Agba lui a causé, quelle peur il a tellement de Bertel Agba que s'il ne voit pas son corps, il ne s'assure pas qu'il est vraiment mort, il ne va pas relâcher la famille. Donc, du coup, dans cette affaire, comme ils n'ont pas vu de cadavre, ils ont conclu qu'il n'est pas mort. Dans la procédure à la justice, ils ont demandé à la famille si votre parent est vraiment mort. Mais il est mort. La famille a fourni le certificat de décès dans le dossier. La famille a été obligée de fournir le certificat de décès dans le dossier. Malgré ça, ils ne sont pas convaincus qu'il est mort. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est là l'information que je vais vous donner. Et vous allez voir la nature de ceux qui gouvernent le Togo. Et c'est là l'information que je vais vous donner. Et vous allez voir la nature de ceux qui gouvernent le Togo. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils ne sont pas convaincus qu'il est mort, ils ont certainement parlé aussi avec certains membres de la famille qui ont dit on n'a pas vu le corps. Alors là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont solliciter les Israéliens, les gens du Mossad. Comme le Togo a des rapports très privilégiés avec l'Israël, ils vont solliciter les gens du Mossad, les services secrets israéliens. Donc on va débloquer l'argent du Togo pour payer les services secrets israéliens, pour faire une enquête discrète, pour
apporter à fond les preuves que Bertin Agba est mort. En attendant, on garde la femme et son petit frère. Parce qu'on ne sait pas s'il est dans la nature, il peut nous surprendre. Donc, on garde la femme, malgré sa maladie, son petit frère et leur cousin. Donc, on va solliciter les Israéliens. C'est dans cette phase-là qu'ils sont actuellement. Et on demandait aux Israéliens, comme les Israéliens ont les méthodes de barbouze, de faire une enquête discrète pour prouver que Bertin Agba est mort. Alors, ils vont faire quoi, les Israéliens? Ils vont aller ouvrir le cercueil au Ghana, en complicité avec le régime ghanéen. Ils vont aller faire les prélèvements ADN. Comment est-ce qu'on peut avoir des méthodes aussi diaboliques? Quelqu'un qui est déjà mort, vous le poursuivez jusque dans son cercueil pour vous assurer qu'il est vraiment mort avant de libérer sa femme et ses enfants que vous avez pris en otage. Ils vont aller ouvrir le cercueil. Vous voyez les méthodes diaboliques. Est-ce que vous comprenez la gravité de ce que je suis en train de dire? Bertin Agba était traqué par le régime togolais, était poursuivi partout par le régime togolais. En Grèce, il a été arrêté. Plusieurs fois, on a tenté de l'enlever au Ghana. Partout où il est passé, le régime était derrière lui. Il n'avait pratiquement plus de vie. On le traquait partout. Et finalement, il est mort par empoisonnement en Afrique du Sud. Un poison violent qu'il a totalement... Malgré qu'il soit mort, enterré, on poursuit son cadavre. On veut aller vérifier dans la tombe si c'est son corps qui est dans le cercueil. Et pour ça, on sollicite les services israéliens. Ça veut dire qu'on va débloquer de l'argent du contribuable togolais pour payer les Israéliens. Pour aller vérifier s'il est vraiment mort. Avant de libérer sa femme. Donc la femme devient un otage. Alors, quand je finis de dire ça, parce que c'est extrêmement grave. Cette information, je l'avais depuis, mais je me dis, on ne peut pas continuer par laisser cette femme là-bas. Parce que la femme, elle est là-bas, sa maladie est en train de se développer, elle ne fait que pleurer, elle souffre tous les jours, et il n'y a personne pour aller au secours de cette femme-là. Qu'est-ce que Bertin Agba a pu faire à Fort Gnassingbé d'aussi grave pour que même son cadavre soit poursuivi dans sa tombe? Qu'est-ce qu'il a pu faire d'aussi grave pour que son cadavre... Mais ils disent qu'ils ne sont pas sûrs que Bertin est mort. Bon, et il y a des gens qui a vu son cadavre. Ils disent que la famille n'a pas exposé le corps de Bertin, que Bertin n'est pas mort. Et il y a des gens qui a vu son cadavre. Qui a vu le cadavre de Yadema? On peut leur retourner la question. Et qui soupçonne aujourd'hui que Yadema n'est pas mort? Quel Togolais dans son petit coin pense aujourd'hui que Yadema n'est pas mort? Parce qu'on n'a pas vu son cadavre. Quel Togolais pense aujourd'hui que Yadema n'est pas mort parce qu'on n'a pas vu son cadavre? On peut légitimement poser... Un instant, je vais mettre un peu d'énergie sur le téléphone.
Excusez-moi, j'avais besoin de recharger un peu le téléphone. J'avais besoin de recharger un peu le téléphone. On peut légitimement... C'est bon? C'est bon? Il y a le son sur TikTok. Voilà. On peut légitimement renvoyer la question Gnassingbé. Quelle preuve nous avons qu'il y a des mêmes morts? Quelle preuve nous avons qu'il y a des mêmes morts? Puisque personne n'a vu son corps. Alors, pourquoi on irait déranger quelqu'un qui est mort, déjà d'une mort violente, dans son cercueil? Parce qu'on veut s'assurer qu'il est vraiment mort. Il dérange qui? Il voulait faire quoi à qui? Pour qu'on soit si traumatisé et qu'on poursuive son cadavre. Quand je finis de dire ça, je voulais d'abord interpeller M. Pascal Bojora. L'affaire qui a poussé Agba Bertin à l'exil, c'est la même affaire dans laquelle ils étaient tous cités. Et à l'époque, même les journalistes qui étaient des journalistes du pouvoir, qui étaient des amis de Pascal Bojora, ils l'ont abandonné. Certains se sont même exprimés pour le noyer. C'est nous qui n'aimons pas l'injustice, qui avons des principes, qui volons au secours de tout le monde. C'est nous qui nous sommes mobilisés en partie pour faire beaucoup de bruit dans cette affaire. C'est nous, à travers beaucoup d'écrits, parfois sous la menace de Massina. Massina a envoyé des gens nous menacer dans cette affaire, qui ont porté le combat médiatique. Nous ne disons pas que c'est nous qui avons sorti Pascal Bojora de prison. Non, on n'a pas cette prétention-là. Mais sur le plan de la communication, nous faisons partie de ceux qui, avec d'autres confrères, se sont battus pour que Pascal Bojora puisse sortir d'affaire. Lui-même, dans cette période assez difficile qu'il a traversée, il a fait des déclarations. Il a dit que lui, il ne savait pas que le système que lui-même, il a conçu, peut se retourner contre lui aujourd'hui. Il a fait des sorties médiatiques, des conférences de presse. Mais, comme la politique a toujours ces réalités qui échappent à certaines personnes, il est retourné dans son ancienne maison. Je ne le juge pas pour ça. Je ne suis pas là pour lui faire le procès de son retour dans l'ancienne maison, tout ça. Non, pas du tout. Il a le choix. C'est lui qui évalue. C'est lui qui sait pourquoi il retourne là-bas. Mais comment lui, aujourd'hui, qui est devenu conseiller de Faure Gnassingbé, peut rester impassible, silencieux, par rapport à ce qui arrive à la femme de son cousin? Comment quelqu'un comme Pascal Bojora aujourd'hui peut rester indifférent par rapport à ce qui arrive à la femme de Agba Bertin? C'est son frère, c'est son cousin. Et Bertin, Dieu seul sait que dans cette affaire, Bertin a payé pour Pascal. Il y a des choses que nous ne voulons pas dire pour le moment.
Si Berthe a résisté, Berthe n'a pas voulu dire certaines choses, c'est pour protéger son cousin. Pourquoi aujourd'hui, vous pouvez rester silencieux par rapport à cette épreuve difficile que la femme de Agba est en train de traverser? Vous êtes conseiller de Fonds Gnassingbé aujourd'hui. Prenez votre courage, allez voir Fonds Gnassingbé. Allez lui dire, Berthe est déjà mort, sa femme n'en est pour rien. En plus, elle est malade. En plus, elle est malade. Prenez votre courage. Vous êtes ministre. C'est quoi son poste? Ministre, conseiller spécial à la présidence, ministre de quoi. Vous êtes à la présidence. Ça dit que vous êtes l'une des personnes qui rencontrent Fonds Gnassingbé régulièrement. Ayez le courage de l'interpeller sur l'état de santé de la femme de votre cousin qui est mort. Ça, c'est un. Je ne viens pas ici pour vous juger sur la manière dont vous êtes retourné dans le pouvoir et tout. Vous-même, vous avez dit que c'est grâce à Dieu que vous êtes sorti de cette histoire. Si à un moment donné de l'histoire, vous avez jugé de retourner dans la boue, c'est vous seul qui jugez. Nous, on n'est pas sur le cas de la femme de votre cousin qui est aujourd'hui mort, qui n'a même pas pu être enterré au pays, dans son village, qui est enterré à l'extérieur. Ayez le courage d'aller voir M. Fonds Gnassingbé pour lui dire que vous le suppliez de libérer cette pauvre dame-là. Cette pauvre dame qui n'a jamais fait du mal à personne. Elle n'est même pas... Cette pauvre dame qui ne pourrait même pas tuer un cafard. C'est ça. Ça, c'est un. Donc, j'aimerais vivement interpeller Pascal Bodjonan. J'aimerais interpeller la classe politique. La classe politique. Et quand je dis la classe politique, les gens savent de quoi je parle. Je ne veux citer le nom d'aucun responsable politique. Mais je veux citer la classe politique. Quand vous faites les meetings là, quand vous faites les déclarations, vous parlez des gens qu'on a récemment arrêtés, à Fessio, tous les jours à Fessio. Vous ne connaissez plus la femme de Pascal de Berthe Agba? Vous ne connaissez plus la femme de Berthe Agba? Vous, les opposants togolais, autant que vous êtes, hein? Parce que j'en sais quelque chose. Non seulement vous n'avez pas eu le courage d'aller au funérailles quand Berthe est décédée, mais aujourd'hui qu'on a arrêté sa femme, aucun d'entre vous depuis 8 mois n'a sorti ne serait-ce qu'un communiqué pour dénoncer l'arrestation de cette femme-là. Dieu seul sait comment vous étiez avec son mari. Un jour, ce sont les enfants de Berthe qui parleront. Moi, je ne parlerai pas à leur place. Je ne serai pas plus royaliste que le roi. Mais autant que vous êtes, vous pouvez dire que vous ne connaissez pas Berthe Agba. Vous pouvez dire qu'il ne vous a apporté aucun soutien dans la lutte politique au Togo. Vous pouvez dire que il ne vous a donné aucun coup de main parce que lui aussi voulait que le pays change. Et comme il n'est pas un homme politique, au moins il est gain aussi pour le changement. Autant que vous êtes. Je parle de la classe politique de l'opposition. Autant que vous êtes. Je ne veux pas vous citer. Peut-être un jour, les enfants de Berthe vont vous citer. Mais moi, je sais beaucoup de choses. Non seulement, quand il est
mort, vous avez été incapable de prendre un petit communiqué pour rendre hommage à sa mémoire. Quand vous étiez au Ghana là-bas, à Accra, pendant les négociations 2017, Bertin n'était pas avec vous là-bas, avec Nana Koufouado. Quand vous allez en Guinée, chez Alpha Condé, Bertin n'était pas là-bas pour vous ouvrir les portes. Bertin ne vous a pas apporté des coups de main pour vous aider, pour que le Togo change. Vous avez quoi à la place de vos cœurs et vous laissez sa femme et ses enfants dans cette merde. Vous pensez que quand Bertin vous apportait du soutien, il n'en parlait pas aux gens? À des gens qui sont proches de lui? Vous l'avez déjà oublié. Sa femme peut mourir. Ce n'est pas votre problème. Réfléchissez. Réfléchissez. Ne vous comportez pas comme des... Comment dire ça? Je ne sais pas. Ça dit, quand vous pouvez profiter de quelqu'un, vous êtes avec lui. Le jour où il tombe, vous ne le connaissez pas. Comme on le dit en vernaculaire, au camp. Vous pouvez être avec quelqu'un parce que vous avez l'intérêt immédiat. Le jour où il tombe, vous ne savez pas. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez vous taire et vous allez voir la femme de Bertin Agba gardée à la gendarmerie, souffrant de cancer, sans sortir un seul communiqué pour demander sa libération? Mais quand vous êtes dans les meetings, vous sédiez les prisonniers. Parce que pour vous, il y a les bons prisonniers, il y a les mauvais prisonniers. Pour vous, il y a les mauvais prisonniers, il y a les bons prisonniers. Et nous, pour le ministre, il y a quoi? Vous voulez qu'on parle? Mais les enfants de Bertin m'ont parlé. Parce que eux, ils vont parler avec les preuves. Moi, quand je vais parler, on va dire, oh non, que Ferdinand raconte des histoires. Mais les enfants de Bertin, ils ont le téléphone de leur père. Ils ont le téléphone de leur père. Ils savent qui a envoyé un audio pour dire merci, qui a envoyé ci, qui a envoyé ça, qui a eu une discussion avec leur papa. Ni boutame. Ni boutame. Quand vous luttez contre le mal, votre lutte doit être totale. Si vous sortez communiquer pour demander qu'on libère la femme de Bertin, on va vous arrêter. Bertin, lui, il est déjà mort. Si vous sortez communiquer pour demander la libération de la femme de Bertin, on va vous arrêter. Ou bien vous pensez que Fort ne savait pas qui vous soutenait? Ou bien vous ne savez pas? Réfléchissez. Avant que, parce que plus cette affaire va durer, vous savez pas les choses, vous savez pas ce qui va sortir et les dégâts collatéraux qui vont vous toucher. Vous savez pas. Mais ce qui est triste, c'est ce que le Togolais est devenu, quoi. Le Togolais est devenu quelqu'un de extrêmement... C'est-à-dire, le Togolais est devenu une personnalité que tu ne peux jamais maîtriser. Il est avec toi dès qu'il a les intérêts. Le jour où tu tombes, il fait comme... Il t'a jamais connu. On dit que l'homme est profond, mais le Togolais, c'est autre chose. C'est carrément autre chose. Et vous êtes tranquille chez vous.
Jamais de la vie. Il est mort, c'est son temps qui est arrivé. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Un jour, ces enfants parleront. La classe politique, je la laisse tomber. Les avocats. Les avocats. Les avocats. L'avocat, c'est le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Dieu seul sait aussi, parmi vous, ceux qui se sont invités dans cette affaire, même sans cette affaire-là, ceux qui ont beaucoup eu les largesses de Bertin Agba quand il était vivant. Tous ceux qui ont bénéficié de ces bienfaits, ceux parmi vous à qui il a confié des dossiers, vous lui avez donné des factures assez énormes qu'il vous a payées. Vous ne voyez pas sa femme et ses enfants en situation de détresse. Vous, les avocats, autant que vous êtes, vous ne voyez pas. Vous faites comme si vous ne savez pas que sa femme et ses enfants sont en prison. Les prêtres, l'église catholique de... Non, l'église catholique de... Quand tu viens compris là? Non, de Hankopé. Franciscain. Les prêtres. Les prêtres. Vous ne connaissez plus Bertin. L'église catholique de franciscain de Hankopé, particulièrement. Vous ne connaissez plus Bertin. Le grand bâtiment qui est conçu là-bas, dans l'église là-bas, le grand bâtiment moderne qui est dans l'église là-bas, le plus grand bâtiment moderne qui est construit pour les prêtres là-bas, qui vous a construit ça? Qui vous a construit ça? Le grand bâtiment moderne qui est au fond de l'église là-bas. Qui a construit ça? Vous ne savez pas qu'on a arrêté la femme de Bertin et ses enfants? Vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Vous ne savez pas que la femme de Bertin, Françoise, est à la gendarmerie, souffrant de cancer, en train de mourir à petits coups? Vous ne savez pas? Il y en a plein parmi vous que la famille Bertin Agba a parrainé dans vos parcours pour devenir prêtre. Leur maison était ouverte à vous. Vous ne vous rappelez plus d'eux. Vous ne pouvez rien faire en tant que religieux pour plaider la cause de cette pauvre dame. Rien du tout. En tout cas, il y a les Ivoiriens qui disent cassement de papeau. Cette heure arrivera. Cette heure arrivera. Et ce n'est pas moi qui le ferai. Parce que moi, je suis comme Jean-Baptiste. Je dévance les événements. Ce n'est pas moi qui le ferai. Il y a des gens qui sont au sein du pouvoir.
même dans l'entourage de Ford Yassibé, très ami à Bertin Agba, qui parlait avec lui même dans son exil. Le moment viendra. On va faire tomber le voile. Le moment viendra. On va faire tomber le voile. Les gens qui sont dans l'entourage de Ford, qui disaient tout le mal qu'ils pensaient de leur patron, qui ne foutaient rien dans la République, ils sont toujours là. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver. C'est pas moi qui vais dire tout ça. Donc, je voudrais terminer ce live en ayant une pensée pour ce monsieur, pour sa femme qui est toujours en prison, son petit frère, leur cousin ou neveu, pour les enfants qui ne savent pas quoi faire et qui sont aujourd'hui perdus. Les gens qui les appelaient, les gens qui sollicitaient leurs services, les gens qui les appelaient partout, les gens qui voulaient de leur aide. Aujourd'hui, qu'eux, ils ont besoin de l'aide, personne ne vient à leur secours. Je parle de Bertin parce que Bertin avait une admiration pour ma personne particulière. Ce n'est pas lié à ce que les gens pensent, rien du tout. Mais il avait une admiration personnelle pour ma personne. Il avait beaucoup de respect pour moi. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit, il a de l'argent ou quoi. Ce n'est même pas ça. Ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas suivi Bertin Agba parce qu'ils disaient que Bertin Agba ne donne pas l'argent. Contrairement à ce que les gens pensent. Beaucoup de gens ont dit, ah, Bertin Agba, il va te baratiner, il va te dire non. C'est ce que les gens... Et les gens... Mais je n'avais pas cette nature de relation avec lui. C'est pour ça qu'il avait beaucoup de respect pour moi. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas voir sa femme et ses enfants dans la situation où il est, où ils sont, et rester comme si rien ne se passe. Au moins dans les discussions qu'on a, je sais des choses qu'il m'avait confiées, les choses qu'il faisait, et tout ce que lui aussi faisait comme sa part de contribution en aidant l'opposition pour que le changement arrive au Togo. Je sais beaucoup de choses. Et j'ai été scandalisé quand il est mort, que personne dans la classe politique n'a sorti ne serait-ce qu'un petit communiqué, ne serait-ce que pour saluer sa mémoire. Aujourd'hui, que sa femme et ses enfants sont dans une situation inextricable, tout le monde ferme les yeux, comme s'ils ne les ont jamais connus. Si vous êtes ingrat dans la vie, Dieu ne vous ouvrira jamais des portes. Si vous êtes méchant, ingrat dans la vie, vous ne réussirez jamais aucun projet. Parce que l'ingratitude n'est pas loin de la sorcellerie. Il n'est pas reconnaissant. Il est capable de te tuer. Si tu es ingrat dans la vie, Dieu ne t'ouvrira jamais aucune porte. Et dans la vie, il faut savoir, il faut avoir des principes de vie. Continuez pas à crier et à faire la différence entre
les prisonniers. Continuez pas à prendre la parole publiquement et à faire comme vous ne reconnaissez pas certaines personnes qui sont en prison. Moi, quand je viens parler ici des prisonniers, je parle de Moulou. C'est un combattant. On ne peut pas l'oublier en prison. Je parle de tous les jeunes du PNP qui sont en prison, ou Tigre Révolution PNP qui sont en prison, dont il y a une dizaine qui sont morts. On ne peut pas les oublier. Je parle même des prisonniers de la famille Yassimbe, les Pacha Yassimbe, les Chats Azumaro, parce que ces gens-là, ils sont des Yassimbe. Si on les traite comme ça, nous qui sommes, je ne sais pas comment on dit ça, si on traite le bois sec comme ça, le bois vert, qu'est-ce qu'on va faire? Les gens qui sont même dans la famille Yassimbe, on les traite comme des chiens. Vous pensez que nous qui n'avons aucun lien avec cette famille-là, qui dénonçons ce régime, si on nous arrête, c'est comment on va faire? Quand je parle des prisonniers, je parle de ce jeune homme qu'on a arrêté il y a 6 mois, 7 mois, qui s'appelle Affection. Je ne le connais nulle part. Mais je parle de lui parce que c'est quelqu'un qui est engagé qu'on a arrêté. Et quand je parle des prisonniers, je parle de la famille Agba. Parce que ces gens ne méritent pas d'être là-bas. D'où vient que quand la classe politique togolaise veut se prononcer sur les prisonniers, ils oublient certains. Omolo mérite ici la place qu'il est. Vous savez dans quel état Omolo est aujourd'hui? Même si, dans sa lutte politique, il a eu à critiquer des gens ou à dire des choses sur des gens, vous n'êtes pas content. On l'a arrêté, il est en prison, il est en train de mourir petit à petit. Et vous n'êtes pas capable de défendre. Les jeunes qu'on a arrêtés dans le cadre de Tigre Révolution, nous devons vraiment faire un examen de conscience. Si vous êtes méchant, si vous n'avez pas le cœur pur, ce que vous cherchez dans la vie, Dieu ne vous ouvrira pas des portes. Qui n'a jamais fait du bien dans sa vie et il a reçu de l'ingratitude? Ça ne nous empêche pas de continuer à faire du bien. La vie est faite de ça. Nous sommes venus sur la terre, on rencontrera toutes sortes de personnes jusqu'à la fin de nos jours. Il y a des gens à qui vous ferez du bien, le soir même ils vont vous poignarder. Il y a des gens à qui vous donnerez tout, le lendemain ils vont vous poignarder. Ça ne vous empêchera pas de faire du bien. Un prisonnier politique est un prisonnier politique. Point. Un prisonnier politique est un prisonnier politique. Point. Je n'ai pas à faire de différence entre Omolo, les jeunes de Tigre Révolution, Affection, la famille Agba, je ne sais pas qui. Je n'ai pas à faire de différence parmi eux. Un prisonnier politique est un prisonnier politique. Parce qu'il a émis une opinion qu'on l'a arrêté. Point. Donc, c'est ce que moi j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Et vous connaissez mon franc-parler. Moi, je ne suis pas là pour caresser les gens dans le sens de poil ou je ne sais pas quoi. Moi, j'ai rien à foutre. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Je dis les choses telles qu'elles sont. Fon n'a pas fini d'arrêter les gens. Hein. Fon Yassimbe n'a pas fini d'arrêter les gens. Ne pensez pas un seul instant que vous êtes à l'abri. Fon Yassimbe n'a pas fini d'arrêter les gens. Ne pensez pas que vous êtes à l'abri. Surtout dans cette lutte contre la 5e République. Plus on va s'approcher de l'échéance de mai là, plus ça va surchauffer dans le pays, plus ils vont arrêter les gens.
Ne pensez pas que le régime a fini d'arrêter les gens. Ne pensez pas. C'est quand un régime est en situation compliquée, là, fragile comme ils le sont maintenant, qu'ils vont arrêter encore plus de gens. Et quand ils finiront par arrêter des gens que vous aimez là, ou bien quand ils finiront par arrêter des gens parmi vous, on verra si tous les Togolais vont porter le combat ou on vous laissera seul le combat. Ils n'ont pas fini d'arrêter les gens. Donc, vous qui faites la différence entre les prisonniers politiques là, vous ne savez pas, quelle que soit l'assurance que vous avez, il n'y a jamais aucune assurance devant un dictateur. Il n'y a jamais aucune assurance devant un dictateur. Vous n'avez aucune assurance. Aucune. Si demain, quelle que soit la garantie qu'on vous donne, il veut vous écarter là, il va vous arrêter. Il ne se passera rien. Commis. Rien du tout. Donc, je finis ce live donc, en pensant à tous ces prisonniers, à tous ces gens qui sont en prison, qui sont privés de leur liberté et qui souffrent dans leur chair. Parfois pour n'avoir rien fait, parfois pour avoir émis une opinion qui n'a pas été du goût de celui qui dirige le pays, pour dire qu'on ne les abandonne pas, on ne les oublie pas. Nous pensons toujours à eux. Et à chaque fois que nous aurons la voix pour dénoncer, on va dénoncer leur situation d'incarcération. On va dénoncer leur arrestation. On va dénoncer le mal qu'on est en train de leur infliger. Nous sommes de cœur avec eux. Ce n'est pas facile de faire 2 ans, 3 ans en prison, surtout au SCRIC, d'être enfermé 24 heures sur 24. Donc, j'ai une pensée particulière pour Omoro. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais je sais que c'est pour la lutte qu'il est là-bas, qu'il souffre, que sa famille souffre, que ses enfants souffrent, que sa mère souffre. J'ai une pensée pour lui. Parce que ça fait au moins 2-3 ans qu'il est là-bas, totalement coupé du monde, en isolement. On ne sait même pas s'il possède encore toutes ses capacités. On ne sait pas encore s'il possède toutes ses facultés. Donc, j'ai une pensée pour lui parce que c'est son cas qui est le plus grave. Et le cas de Mme Bertin Agba, plus les autres prisonniers. Et à chaque fois que je ferai un live, je me chargerai de dénoncer ça, de parler de leur cas. Donc, je vous dis merci pour le temps qu'on est passé aujourd'hui. Et merci pour ceux qui sont restés en ligne. Et j'espère que je vous souhaite un très bon début du mois d'avril. J'espère que ce mois nous apportera beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de santé. Et nous aurons la force nécessaire de continuer le combat que nous faisons là. Et bon, moi je fais l'objet de harcèlement régulier, cyberharcèlement tous les jours. Il y a du harcèlement, mais ça ne me fait ni froid ni chaud. Dans ma tête, tout est clair. Vous savez, quand vous luttez contre les gens, ne soyez pas étonnés qu'ils vous attaquent, c'est normal. Quand vous dénoncez les gens, ils vont vous attaquer. Donc, on n'a pas à se faire du mauvais sang parce qu'on nous attaque ou bien on attaque nos pages et tout ça. Non, la vie, c'est un combat. Et donc, quand vous comprenez la logique de ce combat-là, vous ne faites pas... non, donc... on tient le bon bout, et on va y arriver. Je voudrais juste préciser que le régime de Faure Gnassingbé que vous voyez là, il n'a jamais été aussi faible que maintenant. Peut-être que les gens n'ont pas des éléments d'analyse. Eux-mêmes le savent. C'est pour ça qu'ils sont très frileux. Le régime de Faure n'a jamais
été aussi faible qu'aujourd'hui. N'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui. C'est peut-être la force d'en face qui doit la précipiter vers le précipice, qui n'existe pas. Mais c'est un régime très fragile. Très fragile. Et mais eux, ils le savent. Ils ne sont pas bêtes. Ils ont fait 20 ans. Ils savent que sur le plan national, sur le plan international, même régional, personne ne les calcule. Ils n'ont même plus une once de crédibilité. Le reste, c'est ce qu'on appelle en vernaculaire patapa. Petea forcé benyaï, patapa benyaï. Patapa yi petea. Ils savent qu'ils ne tiennent pas. Donc, les gens qui sont plus aujourd'hui en situation de fragilité, c'est eux. C'est eux qui sont plus inquiets. C'est eux qui sont plus inquiets. Donc, continuons pas à travailler, continuons pas à sensibiliser, continuons pas à ouvrir les yeux des gens et la solution viendra. Et vous verrez. Donc, je vous dis merci. Merci d'avoir partagé ce dimanche avec moi et d'avoir partagé ces moments intenses de partage d'informations. Et merci à vous tous. Et je vous souhaite une très bonne semaine, un bon début du mois d'avril. Et si Dieu nous prête vie et nous donne la force, on se retrouve le dimanche prochain. Et d'ici dimanche prochain, on va certainement retrouver la page principale et on va continuer par faire le travail que nous faisons. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Merci.